Oui. Il faut rester positif. Donc, Restons oui. positifs. Je voulais juste au tout début remercier toutes les personnes qui sont là, et parce qu'ils font vraiment un travail remarquable, même si je crois qu'ils se sont absentés de la salle. Daniel Bourg, le président d'Enerplan, qui a beaucoup travaillé sur le plan autoconsommation solidaire, qui me paraît être vraiment une riche idée, très sincèrement, pour qu'on en parle plus dans les médias de ce sujet. Et puis Richard Loyen qui fait un travail extraordinaire et que voilà, j'aurais voulu remercier. On ne se rend pas forcément compte de tout le boulot qu'il a là-bas. Et puis toujours au chapitre des remerciements, remercier aussi André Joffre, évidemment, pour sa tribune dans les Échos. Je crois qu'il a un peu résumé le message que Enerplan voulait faire passer sur le fait qu'il faut libérer effectivement l'autoconsommation et ne pas reproduire les erreurs du passé qui ont limité malheureusement l'émergence de certaines productions d'énergie renouvelable. C'était très important. En fait, il se trouve qu'il n'est évidemment pas possible, merci beaucoup, de parler. Alors, je suis complètement nul en. Au pupitre, peut-être ça va être plus facile pour vous. Ça vous tournez pas la tête. Ouais, les micros là-bas. Sachant, les PowerPoint sont tellement nuls, vous voyez que même la partie supérieure, j'ai pas été fichu de les afficher correctement. Donc vraiment, je vous prie de m'excuser. Ils n'ont aucun intérêt en fait ces diapos. Mais à chaque fois, excuse-moi, mais je demande à pouvoir intervenir dans les colloques sans PowerPoint, mais là, j'ai été rappelé à l'ordre Manu Militari. Mais on va le faire sans, si vous voulez. Allons-y. Bon, alors, on va s'en passer. Voilà, on va s'en passer. Non, parce que vraiment, ils sont trop pitoyables. Allez. Juste sur l'autoconsommation individuelle, quelques actualités, plus que de décrire le cadre juridique. D'abord, beaucoup d'entre vous le connaissent parfaitement, et puis on n'aurait pas le temps aujourd'hui. La commission juridique d'Enerplan est le bon lieu pour en parler. Sur l'actualité, l'autoconsommation individuelle a fait un pas de géant parce qu'elle a une définition et que ce n'est plus un passager clandestin du droit de l'énergie. C'est très bien, grâce à cette loi du 24 février 2017. Virginie Schwartz a raison, c'est vraiment un pas en avant extrêmement important, cette loi. Ceci étant, il faut être vigilant parce que la semaine prochaine, ça devait être ce matin, mais la semaine prochaine, le gouvernement va présenter un plan logement. Et ce que je lis dans la presse, notamment ce matin, parfois me fait un petit peu peur, puisqu'on a le sentiment que l'objectif pourrait être de réduire les normes environnementales. Quand on parle des normes environnementales, en réalité, on parle de normes énergie. Et notamment, je lisais dans certains papiers que les normes qui sont susceptibles d'encourager la production d'énergie renouvelable et l'isolation des bâtiments pourraient faire l'objet effectivement de nouvelles dispositions, puisqu'elles sont parfois vécues comme des contraintes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas simplifier, loin s'en faut, mais il faut faire attention effectivement à ce qu'on ne bride pas non plus le développement de certains systèmes comme celui de l'autoconsommation. Ça serait dommage. Donc voilà, on en reparlera à la commission juridique, mais il faut être très vigilant la semaine prochaine, attentif à ce plan logement, et attentif aussi à ce que ce plan logement, si possible, je vois qu'il y a encore des personnes d'administration qui sont là, intègre la proposition d'Enerplan d'une autoconsommation solidaire. Ça serait fabuleux de ne pas avoir qu'un plan logement au sens produire du logement, c'est fondamental, mais aussi s'intéresser à cette précarité pour laquelle l'autoconsommation peut apporter une réponse. Ça serait vraiment extrêmement intéressant. Donc ça, c'est une actualité importante. Avec des remises en cause des réglementations thermiques, c'est ça? Plus ou moins? J'ai pas le projet de loi. Ouais. Simplement, je lisais dans la presse ce matin, il y a une dépêche AFP qui est reprise un peu partout. Voilà, il y a un certain nombre de... Je ne sais pas si c'est de la rumeur ou pas, mais voilà, manifestement est sur la table une discussion sur ce type de normes. Alors peut-être que les personnes de l'administration pourront nous rassurer, mais le discours est quand même celui de la réduction. Moi, je trouve que celui de la simplification, très bien, mais c'est pas que de la réduction. Il y a des normes quand même qui sont importantes pour notamment éviter les refus de déclaration préalable, de permis de construire, etc., pour des bâtiments équipés. Deuxième chose sur l'autoconsommation individuelle, une petite actualité qui est importante. Enerplan a introduit un recours l'an dernier devant le Conseil d'État contre le paragraphe 56 de la circulaire du 11 mai 2016. Alors, si vous ne l'avez plus en tête, ce paragraphe, c'est le fameux paragraphe qui a été opposé à un certain nombre d'adhérents d'Enerplan qui souhaitaient bénéficier pour leur projet d'une exonération de CSPE, TIFCE, pour des sites en autoconsommation. La position de l'administration des douanes était de dire non, l'exonération de CSPE, c'est uniquement pour des sites qui sont en autoconsommation intégrale. Donc si vous êtes en autoconsommation partielle, l'exonération de CSPE ne vaudra pas, alors que, y compris pour la part autoconsommée, elle ne vaudra que pour les sites en autoconsommation intégrale. Bonne nouvelle. Donc ça a été un peu difficile. Vous voyez que d'une administration à une autre, les positions ne sont pas toujours les mêmes. Là, on était face aux douanes. Ce n'était pas tout à fait la même chose qu'avec la DGEC, qui a une capacité d'écoute importante et dont on se réjouit Enerplan.
Mais là, véritablement, il y a eu un petit combat. Hier, le rapporteur public, c'est un juge qui propose, c'est pas lui qui écrit la décision, elle sera dans 3 semaines, mais hier, le rapporteur public a proposé d'annuler, à la demande d'Enerplan, cette disposition. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ça nous a permis quand même, ce contentieux, d'alerter l'administration et les députés, et donc de faire inscrire dans la loi du 24 février 2017 la possibilité d'exonération totale de CSPE pour l'autoconsommation partielle pour les petites unités, c'est les plus de 240 millions de kWh an et les plus d'1 MW en puissance installée. Donc là, la loi du 24 février 2017 avait réglé les choses pour l'avenir, mais pas pour le passé. Donc, avec cette annulation, j'espère qu'elle sera confirmée par le Conseil d'État, rendez-vous dans 2-3 semaines, on devrait effectivement avoir une clarification pour le passé sur les litiges qui étaient en train de naître entre certains de nos adhérents et l'administration des douanes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puis ça montre aussi la vigilance du syndicat sur toutes les questions. On est à l'heure où on parle du TURP, etc. Il y a une tentation de certains de fiscaliser un peu tout ça. Ça montre aussi la vigilance du syndicat. Je trouve que c'était important de le souligner. C'est un travail collectif. Deuxième chose dont je voulais vous parler, et c'est pour ça que je voulais intervenir à la fin, puisque ça me permettait d'empiéter un peu sur l'autoconsommation collective. Je vois que monsieur aurait souhaité le faire aussi. Ça fera le lien avec la prochaine table ronde. On a une bonne et une mauvaise nouvelle sur l'autoconsommation collective. Alors, j'avais fait un PowerPoint, mais je pense tout aussi pourri sur la question. J'avais mis la définition de l'autoconsommation collective, je ne sais pas pourquoi, parce que vous la connaissez tous par cœur. Mais je voulais parler de cet arrêt. Alors cet arrêt, il est connu, archi connu des juristes qui sont dans la salle. Je leur demande pardon, surtout que je vais un peu résumer la décision. Mais ça n'est pas allé au-delà du monde des juristes, j'ai l'impression, cette décision. Quand j'en parle avec des entrepreneurs ou d'autres personnes à Enerplan, juste à l'entrée par exemple, j'ai l'impression que cet arrêt n'est pas connu. Il faut en parler. C'est un souci pour l'autoconsommation collective en résidentiel. L'entreprise est bien connue, une entreprise qui a souhaité réaliser un projet d'autoconsommation collective résidentielle. C'était 4 bâtiments avec production et consommation sur place, un point de livraison sur le réseau public de distribution d'électricité. Et le gestionnaire du réseau de distribution s'est opposé à ce projet en estimant qu'il y avait une atteinte au monopole dont il bénéficie, article 105 du Code de l'énergie. Certaines entreprises ont le droit de faire de la gestion du réseau public d'électricité, encore que ça se discute, mais bon, bref. Et il se trouve qu'il y a eu une saisine de la Commission de régulation de l'énergie, et plus spécifiquement du comité de règlement des différends de la CRE. Cette entreprise a gagné devant la Commission de régulation de l'énergie, qui a dit qu'il n'y a absolument aucun obstacle juridique à réaliser ce type de projet en autoconsommation collective résidentielle. Il n'y a pas d'atteinte au monopole dont se prévaut le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a fait un recours devant la Cour d'appel de Paris. Et la Cour d'appel de Paris, malheureusement, a rendu un arrêt un peu bizarre. Bon, mais cet arrêt, il est là. Et pour l'instant, on doit faire avec. Alors moi, j'ai eu plusieurs clients qui se sont inquiétés, qui m'ont interrogé sur cet arrêt. Je suis obligé de leur dire qu'il existe. Et cet arrêt, effectivement, précise que le site en question, en fait, c'est un réseau fermé de distribution d'électricité, et que c'est une erreur de parler de réseau public et de réseau privé. Il n'y a qu'un réseau fermé de distribution d'électricité qui existe avec un monopole. Suivez mon raisonnement. Dès lors qu'on est face à un réseau de distribution d'électricité, il y a un monopole des gestionnaires de réseau, pas que public, d'électricité. Et donc, ce projet porte atteinte au monopole du gestionnaire de réseau d'électricité. La Cour d'appel de Paris a précisé que sa décision était en l'état du droit et qu'il était possible effectivement que le droit évolue. C'est ce qui s'est passé, puisque l'ordonnance du 15 décembre 2016 sur les réseaux fermés, puisqu'on oublie un peu quand on parle de consommation, de toute la discussion que Virginie Schwartz a un peu effleurée, qui est en cours au niveau européen, sur le paquet énergie, et notamment sur les réseaux fermés. Pour l'instant, l'ordonnance sur les réseaux fermés permet une atteinte au monopole sous réserve d'une autorisation administrative, mais uniquement pour les réseaux industriels et commerciaux. Donc ça ne sauve pas notre projet en question, qui lui était pour du résidentiel. Donc aujourd'hui, il est important, je pense, il y a peut-être une réflexion en cours, c'est tout à fait possible, de clarifier les choses. Quelles sont les contraintes juridiques vis-à-vis de ce monopole de gestion du réseau de distribution d'électricité, privé ou public, peu importe, et est-ce que cela peut compromettre des projets? J'ai un client sur un gros projet qui a décidé de le suspendre parce qu'effectivement, il était face à un cadre juridique qui lui paraît peu sécurisant aujourd'hui.
Alors, il ne s'agit pas juste de regarder le verre à moitié vide. Encore une fois, j'ai commencé par dire que cette loi du 24 février 2017 allait en avant. Ce n'était pas partagé dans la profession, hein. Il y avait des personnes qui disaient « il vaut mieux que la loi ne s'occupe pas de nous, rien n'interdit l'autoconsommation, on peut en faire sans… » Bon, je pense que ça sécurisait malgré tout les choses et les investisseurs ont plutôt salué cette loi. Mais c'est vrai qu'à côté de cette loi sur l'autoconsommation, il faut s'intéresser à la notion de réseau fermé et on n'a pas le choix, on ne peut pas éviter la discussion, au moins en droit, sur le réseau. On ne peut pas se dire le réseau, c'est une autre… C'est pas qu'une question sociologique, historique, de défense d'un réseau, etc. etc. C'est pas qu'une vision de l'aménagement du territoire. C'est aussi une question, là, tout de suite, maintenant, juridique, qui se pose. Et il faut régler, effectivement, cette affaire. Alors, il y a des textes en plus. On peut imaginer le projet de loi logement. Le projet de loi droit à l'erreur comporte des mesures de simplification des énergies renouvelables. Dans la version que nous avons eue en mois de juillet, il y avait uniquement c'était déjà bien, mais il y avait l'éolien offshore et la géothermie. À Enerplan, nous avons demandé à ce qu'il y ait également des mesures de simplification pour le solaire. On pourrait en faire… Là, ce serait plus une mesure de clarification. Est-ce qu'on est, pour ce type de réseau fermé de distribution d'électricité, soumis à un monopole paralysant, ou est-ce qu'au contraire, on peut travailler en bonne intelligence et de manière sécurisée développer ce type de projet ? Donc ça, c'est vraiment un sujet, j'aimerais que, voilà, peut-être que dans le fil de la journée, il y a des personnes qui vont s'exprimer sur les quelques freins. Le CRAE, vous en avez parlé, donc j'ai plus besoin d'en parler, mais ça aussi, à l'évidence, il faut avoir une réflexion sur l'ensemble des contrats qui sont nécessaires, leur rédaction, les modèles de contrats, etc., les possibilités de vente de gré à gré, enfin bref, il y a encore quelques petites choses à faire. Mais le risque, évidemment, quand on demande, nous, des normes, c'est qu'on arrive à des choses très compliquées. Donc il faut faire attention à ne pas demander de nouvelles normes qui viendront en réalité poser des nouvelles questions. Hein, il faut être vigilant sur cet aspect-là des choses. Voilà, j'ai certainement été trop… Pas du tout. J'ai effleuré quelques points Oui, d'actualité qui me paraissent… Ouais. Non, je comprends, c'est que faire un lotissement aujourd'hui résidentiel en réseau fermé d'utilisateurs, c'est compliqué. Bon, très sincèrement, je ne dis pas que c'est impossible. D'ailleurs, il y en a qui oui. me disent non, alors, parce que les choses sont un peu plus compliquées, parce que j'ai simplifié les choses. Il y a un arrêt de la Cour de cassation de 2012 qui paraît ne pas dire la même chose. Bref. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un client qui veut être 100% sécurisé et qui voulait… moi, le client qui a suspendu son projet, il voulait faire la même chose, hein, c'est-à-dire un projet avec un point de livraison. Ouais. Voilà, et aujourd'hui, il me dit, j'ai pas trouvé de juriste qui me dit c'est sûr, 100% sûr que Enedis ne va pas venir me dire que c'est pas possible. Bon, voilà. D'accord. Merci beaucoup Arnaud Gossement. Merci pour toutes ces précisions.